Sur YouTube, ça marche? Oui. Ça va, c'est bon? Alors je peux continuer? Oui, alors voilà, donc bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je vais donc parler de 28 années de révisionnisme, ça veut dire 28 années d'ennui judiciaire, enfin, avec à des moments, quelques accalmies, mais... Alors, la première question que vous pourrez me poser, et je sais que beaucoup de gens se la posent, c'est, au bout de 28 années, est-ce que je regrette fait cet engagement révisionniste? Eh bien, absolument pas. Et si soudainement, là, et puis que j'étais âgé de 15 ans, par exemple, qu'on me disait, voyez, là, tout ce que vous avez cru avoir vécu, là, c'était qu'un rêve. Et c'est le rêve c'est ce qui va vous arriver si vous devenez révisionniste. Est-ce que vous acceptez d'être révisionniste? Eh bien, si c'était comme ça, eh bien, je signerais tout de suite pour cette vie que j'ai maintenant. Donc, il n'y a pas de chez moi, pas du tout de regret. Et pourtant, mon engagement révisionniste m'a valu de nombreux problèmes. De nombreux problèmes. Alors, j'ai découvert le révisionnisme en 1988, le rapport Lechter, dans les annales d'histoire révisionniste numéro 5 à l'époque. Et j'ai créé mon association, qui s'appelait à l'époque l'Association normande pour l'éveil du citoyen, l'ANEC. C'est pour ça que ça s'appelait l'Association normande. Et je l'ai créé donc en 1989. L'objectif, c'était de diffuser notamment le révisionnisme, même si c'était pas dit explicitement. C'est-à-dire qu'à l'époque, le révisionnisme n'était pas interdit. Donc je fais partie de cette génération qui, finalement, quand elle est arrivée dans le révisionnisme, ça a été interdit. Puisque je vous rappelle que la loi Guessot date de 1990. Elle a été promulguée le 13 juillet 1990. Donc, pour ainsi dire, moi, j'ai connu que le combat révisionniste avec les foudres de la loi qui nous menaçaient en permanence. Voir que cette loi, finalement, au moins personnellement, j'ai adopté une stratégie. Quand la loi est passée, je me suis dit, bien, comme au tai chi, cette discipline chinoise, on va essayer de les armes de l'adversaire pour les retourner contre lui. Pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que moi, lorsque j'ai découvert le révisionnisme, rapport Lechter, mais j'ai découvert aussi avec les comptes rendus du professeur Forisson. Convaincu, outre l'argumentaire en lui-même, c'était la façon dont on traitait les révisionnistes. Cet ostracisme. Et je me disais, mais enfin, mal. Si vraiment ces gens disaient n'importe quoi, ce que je croyais encore un an avant, si ces gens disaient n'importe quoi, il y aurait un débat public et puis ils seraient ridiculisés en débat public et ce serait terminé. Donc l'ostracisme, ça a éveillé mon attention. Et c'est là que je me suis dit, il doit y avoir anguille sous roche. À l'époque, pourtant, il n'y avait pas de loi. Le professeur Forisson, on employait des moyens détournés, antiracistes, etc. Bon. Et puis, il y avait eu l'affaire de la thèse de Nantes, d'Henri Roch. La thèse avait été annulée. Elle n'avait pas été poursuivie, mais ils avaient réussi à découvrir un vice de forme, comme on en découvrirait pratiquement dans toutes les soutenances de thèse universitaires. Il y a toujours un petit vice de forme ici ou là. Là, ils ont découvert un vice de forme pour annuler cette thèse. Et donc, cet ostracisme, ces méthodes déloyales utilisées, c'est pour ça que lorsque la loi Guessot a été promulguée, moi je me suis dit, finalement, ils vont voir la répression que l'on subit. Ça a été un premier volet de ma stratégie. Ça a été de faire front à cette loi. Et c'était d'autant plus important
À l'époque, le professeur Florisson avait fait une analyse de la loi Guesso et il avait dit à l'époque, c'est dans la revue d'histoire révisionniste numéro 2, la nouvelle loi sera d'application difficile et qui ont été commis. Pourquoi? Parce que la loi disait que seraient punis, bon, je vous cite pas tout, seraient punis de peine d'amende, patati patata, donc ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 45, tels qu'ils sont annexés donc au statut du tribunal de Nuremberg, été commis soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes, qui avait été définis lors du procès de Nuremberg et qui avait été commis, reconnue coupable, soit par une personne qui avait appartenu à une organisation reconnue criminelle. Florisson disait, je le répète, la nouvelle loi sera d'application difficile à cause du fragment qui ont été commis. Elle exigera de la part des plaignants des recherches d'ordre à la fois juridique et historique qui pourront se révéler infructueuses. Il leur faudra de plus se limiter aux ressources offertes par la juridiction française ou internationale, à l'exclusion des juridictions étrangères, allemandes, israéliennes, américaines, britanniques. Ils devront, par exemple, chercher des cas de personnes condamnées pour crimes de gazage ou crimes de génocide. Que de tels cas précis puissent être trouvés, il faudra les exposer et les analyser. À ce moment-là, tous, et en particulier à ceux des juges français d'aujourd'hui, l'étendue du désastre. Dans tous ces procès, on ne s'était guère soucié d'établir la matérialité des faits, d'expertiser l'arme du crime, de prouver l'existence de l'intention criminelle, prenant la forme d'une politique d'extermination systématique. Donc, chez les révisionnistes, on s'est dit, mais elle est bien finalement cette loi, parce qu'elle va porter le débat devant les tribunaux. Elle nous démontre que ces crimes ont été commis. Bien. J'avais donc 21 ans, 22 ans, distribué des tracts à Caen qui étaient signés du nom de mon association. J'ai distribué des tracts ouvertement révisionnistes et qui violaient la loi parce que je voulais un procès. Le premier procès est arrivé. Il est arrivé et la première audience a eu lieu le 6 novembre 1991. Et tout s'annonçait très bien parce que nous avons une journée entière de débat. Avec mon avocat, maître Delcroix à l'époque, nous étions parvenus à faire citer comme témoin le professeur Florisson, Henri Roch, donc l'auteur de la thèse de Dante, etc. Donc, il y allait avoir toute une journée entière de débat, la matinée et l'après-midi. Voilà pourquoi au départ, j'ai fait cette stratégie qui consistait à aller, entre guillemets, au casse-pipe. Et c'est ça, il fallait porter le débat. Et alors ce procès, c'est des conditions absolument surréalistes. Un président qui était gentil d'ailleurs, mais qui était un président de province, absolument dépassé par l'ampleur de ce procès, surtout que c'est des procès de droit de la presse, c'est compliqué. Donc un président totalement dépassé, il s'appelait Ricard, je m'en souviens. Et il y a eu lieu, donc dans une ambiance, encore une fois, survoltée. Je me rappelle, par exemple, à midi, il y a eu la pause de midi, et quand on est sortis, les révisionnistes, parce qu'on était en groupe, ils m'ont fait une haie d'honneur, et pendant que l'on sortait, ils nous criaient dessus, « Nazis dehors, nazis dehors !» Il y avait même une dame qui nous crachait dessus, enfin, c'était des trucs complètement fous. Et ce procès a eu lieu. Il y a eu quelque chose qui a été fantastique. C'est que nous, en fait, nous sommes arrivés en tant que révisionnistes, analyse de la matérialité des faits, discussion sur y a-t-il des traces de ferrocyanure dans les murs, est-ce que les rendements des crématoires, etc. Donc, on a essayé de porter le débat sur le terrain scientifique. L'après-midi, l'avocat des parties civiles, c'était maître Corman, à plaidoirie. Et il a commencé ainsi, je me rappelle encore comme si c'était hier. Quand j'étais petit, je demandais à mes parents, « d'oncle, pourquoi je n'ai pas de tante? Pourquoi a-t-on si peu de grands-parents?
dit qu'il y avait eu une extermination. Vincent, t'as perdu. T'as perdu. La corde sensible. Ah, on entendait les violons. On entendait les violons dans le tribunal. Il avait gagné, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que j'ai été condamné, ça j'y reviendrai, mais c'est intéressant de voir justement ce détournement de la justice. Parce que justement, dans l'histoire et des tribunaux, c'est pour juger en dehors de l'émotion, en dehors de la colère. Il est évident que, par exemple, si on tue votre enfant, vous avez envie de massacrer l'assassin. Le procès, ou s'il y a un procès, vous ne lui donnerez aucune excuse si c'est vous qui le jugez. Mais justement, on n'a pas fait des tribunaux pour que les juges puissent juger en dehors de toute émotion. Or là, était dans l'émotion 100%. Alors que les juges auraient dû dire, mais non, attendez, maître, c'est pas ça, il n'est pas là le problème. Là. Il y a quelqu'un qui dit que ça n'a pas existé, il y a une loi, c'est quand même un peu embêtant. Pas du tout. Ils avaient joué sur l'émotion, ils avaient remporté la victoire. Alors, condamné. Mais il faut quand même voir qu'à l'époque, pour les jeunes, ça, c'est avant leur naissance. Pour eux, c'est antédiluvien, c'est Mathusalem. Mais pour nous, c'est pas si loin. Mais à l'époque, cette loi, quand même, c'était quand même une loi, la France, terre de liberté d'expression, condamner quelqu'un qui soutenait des thèses historiques qui n'étaient pas acceptées par l'université, ça choquait. Donc les juges étaient gênés. Et j'ai retrouvé le jugement. Et à l'époque, donc j'étais avec un ami, dont je ne dirai pas le nom aujourd'hui parce que ça le gênerait. Moi, j'ai été condamné à, donc, j'avais distribué des tracts, deux tracts. Un tract qui s'appelait Testez-vous, que j'ai retrouvé, et un tract qui s'appelait Qu'est-ce que le révisionnisme? Des grosses distributions, hein, je veux dire. Bon, à l'époque, j'ai eu d'emprisonnement avec sursis, et mon ami, 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et j'ai eu 100 euros de dommages, 1500 francs de dommages et intérêts. Ça veut dire quoi? En gros, 200 euros, quoi. C'était ça. C'est-à-dire que les juges vous condamnaient. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ils vous condamnaient au minimum. Parce qu'ils étaient extrêmement gênés. On le voyait bien qu'ils étaient gênés. C'est toujours le même problème. Comme le disait il y a 2 siècles l'abbé de Salinis, une personne, elle peut ne pas aller jusqu'au bout de sa logique. Elle va toujours jusqu'au bout de sa logique. Et les juges avaient mis le doigt dans l'engrenage. Ils avaient mis le doigt dans l'engrenage. On allait voir que plus les années allaient passer, plus les condamnations allaient être fortes. Oh, ça a pris du temps. Moi, j'ai mis 20 ans avant d'être condamné à de la prison ferme. Mais ça y est, aujourd'hui, même pour votre première affaire, vous allez choper du ferme. Hein. Pardonnez-moi ma vulgarité, mais c'est fini maintenant. Maintenant, c'est la prison ferme tout de suite. Mais voyez, au début, 2 mois de prison avec sursis. 15 jours pour mon ami. Et des petites amendes, quelques centaines d'euros. Enfin bref, ouais. 40 000 euros d'amende, 1 an de prison ferme. Et dans d'autres pays, ça peut être 5 ans. Hein, je veux dire, Wolfgang Fröhlich, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison. Hein.
voyez, ça montre à quel point il faut toujours être vigilant. La porte s'entrouvrir, c'est fichu. Vous allez le payer un jour. C'était le premier procès, le 6 novembre 1991. Ah, pour moi, ça reste une date. Le 6 novembre, souvent j'y pense. Je me dis, ah là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, c'était loin tout ça. Alors, ça a été... Alors, il y a eu appel. Il y a eu appel. En appel, ça a été confirmé. Et puis, finalement, le jugement a été cassé. Alors, le jugement a été cassé, et je ne sais plus trop pourquoi, parce que, de toute façon, avec toutes les saisies que j'ai subies, j'ai perdu beaucoup d'archives, je ne sais plus. Faudrait voir, mais bon, c'est pas très, très important. Alors, dans ce procès, le problème, c'est qu'on n'avait pas tellement insisté sur l'affaire de qui ont été commis. On en avait parlé, mais l'ambiance était tellement survoltée que bon. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai continué à distribuer des tracts. Et j'ai continué donc à distribuer des tracts dans le camp. Alors, bon, j'étais convoqué régulièrement à la police judiciaire, régulièrement des plaintes. Ça a continué, quoi. Et puis, je crois que c'était en 1992. Et là, je n'avais pas d'avocat. Là, c'était Maître Stevenin, mais il n'était pas disponible. Et donc, on a demandé un renvoi en disant, ben voilà, mon avocat n'est pas là aujourd'hui, c'est un avocat de Paris. Je sollicite un renvoi. Et la Cour a refusé, naturellement. Bon. Donc, un avocat d'office. Alors, un avocat d'office est venu. C'était Maître Caratini, je m'en rappelle encore. Et on a eu 10 minutes pour... Alors ça, c'est toute l'hypocrisie de la justice française. Hein. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'avocat, on vous dit non, on refuse le renvoi, mais attention, les droits de la défense doivent être respectés. Donc, on va vous désigner un avocat d'office. Et cet avocat, vous avez 10 minutes pour le voir. Donc, cet avocat ne connaît absolument pas le dossier. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous lui expliquez, alors, une affaire de presse qui est extrêmement compliquée. Je veux dire, il faudrait plusieurs heures pour bien expliquer les tenants et les aboutissants. Non, là, vous avez 10 minutes, un quart d'heure, allez voir 20 minutes. Et puis après, vous arrivez dans la salle d'audience avec votre avocat qui a été commis d'office et votre avocat peut plaider. Et on dit, ah, mais les droits de la défense ont été respectés. Une totale hypocrisie. Voilà pourquoi cette justice. Mais alors, je m'assieds dessus, mais complètement. Complètement. Tout ça, c'est du théâtre, c'est du cinéma. Et c'est de la grosse hypocrisie. D'ailleurs, de toute façon, vous arrivez, quand vous êtes révisionniste et que vous arrivez, sur votre front, c'est marqué coupable, plus que coupable. C'est marqué coupable et salopard. Assassin en puissance. Vous voulez vous souffler dans un violon, pour être poli, on vous entend pas. Ce nouveau procès, pour je ne sais plus trop quel tract maintenant, il faut insister sur le fait que la loi dit qu'on doit être condamné si on a contesté des crimes qui ont été commis. Et de façon surprenante, l'avocat, qui était absolument... qui dit, de toute façon, moi je crois que vous avez tort, mais enfin je vais vous défendre parce que c'est mon devoir, mais je pense que vous avez tort et que vous dites que des sacrées bêtises, hein, je veux dire. Bon. Et l'avocat a dit, écoutez, voilà, oui, messieurs les juges, je pense que mon client a raison, vous devez prouver, vous devez apporter la preuve que ces crimes ont été commis. Bon, l'avocat pensait que ça allait être très simple. Les juges ont rendu un jugement 9 octobre 1992 que j'ai retrouvé aussi. C'est les archives que j'ai sauvées, ça. Et ils ont dit justement publiquement de tels documents, des documents révisionnistes, et en incitant des jeunes lycéens à les lire, oui, parce que j'en avais diffusé dans des lycées, je crois, a effectivement contribué à nier l'existence d'un crime contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal de Nuremberg, par des personnes qui ont été reconnues coupables, soit par une organisation déclarée criminelle. Donc, ah non, mais ces crimes, ils ont été commis. Ils ne se sont absolument pas inquiétés de prouver que ces crimes avaient été commis. Ils ont dit, ils ont été commis. Ce sont des crimes qui ont été commis. Ils ont complètement mis de côté un principe évident en justice, c'est la révision des procès. Il peut toujours y avoir des erreurs judiciaires. Mais là, non. Ah non. Dans les procès d'après-guerre, il n'y a pas d'erreur judiciaire. Si vous êtes déclaré coupable, c'est que forcément, vous avez commis le crime. Voilà comment ils ont réussi à faire évoluer la jurisprudence
qui normalement aurait commandé qu'on démontre que ces crimes avaient été commis, ils l'ont transformé en une loi qui était automatique. Le jugement a été cassé, mais pour une erreur qui n'avait rien à voir avec ce développement. C'était parce qu'ils avaient dit, si vous ne payez pas votre amende, on vous mettra en prison. Eh ben bon, donc je continue. Donc, cette loi, les juges ont fait évoluer la jurisprudence pour la rendre de plus en plus extensive. Et le débat historique que l'on espérait, eh ben ils l'ont chanté. Non, il n'y a pas de débat historique. Il n'y a pas de débat. Et à partir de ce moment-là, à partir de 92, les procès ont été beaucoup plus rapides, en ce qui me concerne en tous les cas. Vous arriviez, vous disiez, bah écoutez, voilà, moi je conteste, mais vous comprenez, et je conteste parce qu'il y a des motifs de contester ces crimes. Donc, à partir de ce moment-là, les procès, en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne la majorité des révisionnistes, ça a été beaucoup plus court. Donc, ce débat historique que l'on espérait, eh bien, les juges, ils l'ont complètement chanté. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, cette loi, elle était faite pour nous faire taire. Alors, comme c'était une loi relativement nouvelle, c'était une première en Europe, bon, bah, il y a eu quelques petites erreurs, et cette loi, elle a été, en fait, les juges n'ont cessé de fabriquer une jurisprudence pour la rendre de plus en plus extensive. D'abord, donc, la première chose, comme j'ai dit, ça a été de dire non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat historique. Vous avez contesté un crime que des gens ont commis. N'allez pas nous dire qu'ils ne l'ont pas commis. Pour nous, c'est pas important. Donc, à partir du moment, maintenant, où vous arrivez devant les tribunaux, et que vous commenciez à discuter en disant oui, mais attendez, mais je conteste ce crime parce qu'il y a matière à contester. Il y a des rapports scientifiques qui nous disent que... Et les juges, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh là là, mais nous ne sommes pas historiens. Nous ne sommes pas chimistes, monsieur Renoir. Nous sommes juges. Et il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas contester des crimes. Donc, peut-être que oui, vous discutez vous sur des choses, mais c'est pas notre problème à nous. Le problème de savoir si physiquement c'est possible, le problème de savoir si historiquement c'est possible, mais nous, ça nous intéresse pas. Il y a une loi. Voilà. Donc, plus de débat historique. Alors après, il y a eu une autre technique. La technique, ça a été de dire, on s'est dit, mais alors attendez, on va éviter de tomber sous le coup de la loi, non pas en affirmant que ça n'a pas existé, mais en posant la question. En disant, ah non, moi je dis pas que ça n'a pas existé, mais je me pose des questions. Tiens, pourquoi il n'y a pas d'expertise des chambres à gaz? Pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça? Et là, les juges, pareil, ils ont fait évoluer la jurisprudence en disant que non seulement la contestation était condamnable quand elle était explicite, par exemple quelqu'un qui arrivait qui disait « je ne crois pas en l'existence des chambres à gaz ». Bon, là, contestation explicite, vous êtes condamné. Mais en plus, ils ont dit « attention, la contestation peut être implicite. Elle peut être exprimée sous forme de questionnement en invoquant une soi-disant enquête historique. » Et là, on a dit, c'est-à-dire que si vous arrivez, vous dites « ah non, moi je conteste pas, je suis juste étonné que les lois physiques entre 40 et 44 n'aient pas eu l'air d'être... hop !» Non, on sait où vous voulez en venir. Vous contestez là. Seulement vous contestez de façon implicite. Naturellement, parce que vous êtes malin et vous ne voulez pas tomber sous le coup de la loi. Et donc la jurisprudence a évolué, et aujourd'hui, quand vous regardez le code pénal, il est bien marqué que la contestation peut être exprimée de façon implicite. Et moi, j'ai eu un jugement que j'ai perdu, mais qui était extraordinaire, parce que ça devait être en 94 ou 95, je me souviens plus. J'avais rédigé un tract en disant voilà, et j'avais posé des questions. Pourquoi est-ce qu'à Auschwitz, il y a une infirmière polonaise qui était déportée qui dit qu'elle a pratiqué 3000 accouchements? Si on gazait les femmes enceintes, pourquoi? Et j'avais posé plein de questions comme ça, sans jamais parler de chambre à gaz. Mais j'avais juste posé des questions. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on tatouait les gens? Pourquoi est-ce qu'il y avait un secteur hôpital avec
avec un appareil aux rayons X, etc., etc., etc. Et les juges ont dit que c'était un questionnement implicite entraînant une contestation sous-jacente. Et donc, j'ai été condamné. J'ai été condamné donc pour questionnement implicite entraînant un questionnement sous-jacent. Voilà. Et donc, la loi est devenue complètement extensive. Complètement extensive. Ce texte qui, au départ, dont on disait, on va pouvoir s'en servir, tout a été cadenassé. Tout a été complètement cadenassé. Donc, c'est pour ça qu'attention, je dis aux gens qui voudraient se lancer dans le révisionnisme en espérant échapper aux tribunaux, n'y comptez pas. N'y comptez pas. De toute façon, c'est très simple. Moi, la justice, ça fait plus de 20 ans que je la côtoie ou que je la fréquente, bien malgré moi d'ailleurs. J'ai remarqué, c'est très très simple. Très très simple. Le juge, il veut vous condamner, il ouvre son code pénal et il trouve un article pour vous condamner. Il veut pas vous condamner, il ouvre le même code pénal et il trouve un autre article pour pas vous condamner. C'est tout. C'est comme ça. Mais quand c'est des affaires de politique, parce que derrière tout ça, il y a de la politique, naturellement, c'est pas qu'une affaire historique, on le sait bien, eh bien quand c'est un procès en idéologie, comme me disait Maître Delcroix, c'est marqué coupable, salopard, assassin en puissance, et vous allez être condamné. La seule chose qui peut vous sauver, la seule chose, c'est l'erreur de forme. C'est-à-dire, par exemple, un document qui n'a pas été signé, un délai de prescription qui a été dépassé, on vous a condamné quand même, etc. Parce que là, en général, c'est jugé bien après, c'est jugé en cassation ou en appel, quand les passions sont retombées, et puis les juges, là, ils peuvent se laver les mains, ils peuvent dire, écoutez, non, nous on le relaxe, mais c'est pas sur le fond, non, c'est un salopard sur le fond. Mais il y a une erreur de procédure, alors on est obligé de... Voilà, c'est comme ça, par exemple, que j'ai échappé en 97 à de la prison ferme. J'avais diffusé le rapport Rudolph, malgré son interdiction. J'ai été condamné à de la prison ferme pour diffusion de documents interdits par l'État. Mais en appel, ils ont laissé passer le délai de prescription. Alors là, même le procureur est obligé de dire, écoutez, oui, on a laissé passer le délai de prescription, donc Monsieur Renoir doit être relaxé. Voilà. Donc ça peut vous sauver. Une erreur de procédure. Mais en dehors de ça, n'espérez rien. N'espérez rien du tout. Et d'ailleurs, au départ, la prescription en matière de presse, c'est-à-dire le délai à partir duquel vous ne pouviez plus être poursuivi, c'était 3 mois. Pourquoi ? Parce que le légiste avait estimé que si en gros au bout de 3 mois ce que vous aviez écrit n'avait pas fait de vague, c'était fini, parce qu'on écrit tellement, surtout aujourd'hui. Mais même déjà, à l'époque, en 1881, on estimait que si au bout de 3 mois ça n'avait pas soulevé l'indignation, ce que vous aviez écrit, on était passé à autre chose. Et c'est comme ça que en matière de presse, beaucoup de gens ont échappé. Parce que leurs articles étaient découverts trop tard. Après 4, 5, 6 mois. Et on ne pouvait plus les poursuivre. Alors, pour encore étendre les lois, ils ont augmenté la prescription, ils l'ont passé à 1 an. Donc aujourd'hui, ça laisse tout le temps aux ligues de vertu, aux ligues antiracistes, etc., de balayer tout ce qu'il faut et de vous attraper si vous avez écrit quelque chose. Elles ont 1 an. Oui. Vous voyez, donc tout est fait pour vous faire tomber. Et vous n'avez aucune chance. La justice, pour moi, vous savez, c'est comme un peu être comme un grain de blé devant les meules d'un moulin. Vous voyez, vous allez vous faire écraser, mais vous ne pouvez rien faire. Combien de fois j'ai eu ce sentiment de se dire, on est là, on veut se défendre,
On pourrait se défendre intellectuellement, on a tous les arguments, mais on vous écoute pas. On vous écoute pas. On vous écoute pas, c'est gravé, salopard. Vous pouvez rien faire, vous pouvez rien dire, et c'est l'émotion. C'est l'émotion qui compte. Et non seulement aujourd'hui que c'est passé dans les mœurs, la répression des idées, non seulement les juges osent, mais en plus ils sont persuadés, ça je l'ai vu, ils sont persuadés, en vous condamnant, de protéger la société et de même, je dirais, de l'épurer d'une souillure. Vous êtes une souillure, vous êtes un criminel en puissance. Et en fait, le juge, aujourd'hui, il vous condamne et le soir, il en est fier. Avant, il vous condamnait, bon, voilà, 2 mois de prison avec sursis, ouais, bon, allez, j'ai fait ça, je pouvais pas faire autrement, j'ai ma carrière quand même, bon, il avait peut-être un peu honte, le lendemain en se regardant dans la glace quand même, en disant, oh là là, j'ai condamné un gars à la liberté d'expression. Aujourd'hui, pas du tout. Ah, pas du tout. Les juges arrivent, ils bombent le torse. Ah, ce salaud, ce saligo, on l'a bien condamné. C'est comme ça qu'en 2015, et j'y reviendrai, j'ai été condamné au-delà de ce que prévoyait la loi. La loi prévoyait 1 an de prison ferme au maximum. J'ai été condamné à 2 ans. Les juges ont doublé. Ah, ça c'était, il fallait condamner. Donc, faites très attention. Si vous voulez vous engager dans le révisionnisme, sous votre vrai nom, de toute façon, sous un autre nom, surtout avec Internet, on vous retrouvera, vous n'échapperez pas. C'est plus possible. Tout est cadenassé, verrouillé. Voilà. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important. C'est que, aujourd'hui, il n'est plus question de vérité. La vérité compte plus. On vous dit, parce que finalement, vous dites, par exemple, bon, les chambres à gaz n'ont pas existé. On va tout de suite vous dire, ah, mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes antisémite, parce que vous êtes nazi, parce que vous êtes contre Israël. Mais attendez, peut-être que je suis antisémite, peut-être que je suis nazi, peut-être que je suis contre Israël, peut-être que je suis contre les chiens, les chats, je ne sais pas. Mais l'important d'abord, c'est de savoir si c'est vrai. Quand on dit, celui qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. Très bien. Mais si quelqu'un arrive devant moi et me dit, mon chien a la rage, je ne vais pas commencer à dire, ah ouais, c'est parce que tu veux le tuer. Mais en fait, il n'a pas la rage. Non. Il a peut-être la rage, vraiment. Alors, peut-être que ça arrange la personne. Peut-être qu'il voulait vraiment tuer son chien et que le fait qu'il ait la rage, ça l'arrange. Mais il n'empêche que le chien a peut-être la rage. Ce n'est pas parce qu'une personne veut tuer son chien que si elle dit qu'il a la rage, il n'a pas la rage. C'est ça le problème. Or maintenant, aujourd'hui, vous apercevez que on ne juge pas un propos pour le propos lui-même. On le juge en fonction de la personne qui le dit. Je suis désolé, mais si un athée me dit, voilà, moi je crois en la théorie de l'évolution, je crois que l'homme est un singe amélioré, je n'ai pas à lui répondre, bah forcément vous êtes athée. Oui, d'accord, vous êtes athée, mais n'empêche que l'évolution est peut-être une théorie qui se révèle vraie. Donc il faut discuter sur la théorie. Il ne faut pas discuter sur le pourquoi vous le dites ou vous le dites pas. Si quelqu'un me dit, là le ciel est bleu, je ne vais pas commencer à dire, ah, pourquoi vous dites que le ciel est bleu? Pourquoi vous dites qu'il y a du soleil? Vous avez des intérêts dans des usines de lunettes de soleil? Mais non, le ciel est bleu ou il n'est pas bleu. Eh bien, normalement, tout le monde devrait raisonner comme ça. Vous arrivez, vous dites, voilà, moi je ne crois pas en l'existence des chambres à gaz pour telle et telle raison. Mais non, on vous dit, ah oui d'accord, vous voulez susciter la haine. Et on chante, on omet tout à fait le discours sur les faits. Et c'est ça. Et la justice, alors que justement dans une enceinte de justice, toutes ces passions, tous ces travers intellectuels devraient être mis de côté. Les juges devraient être des gens justement qui s'assiedent et qui disent, bon écoutez, attendez, voilà, certes il y a une loi, mais enfin, bon, que la personne puisse quand même se défendre. Mais non, c'est fini, vous pouvez même plus vous défendre. Oh oui, bien sûr. Encore une fois, on vous écoute, enfin on vous entend, au loin, mais on vous prend absolument pas en compte vos arguments, hein. Ça n'a aucune valeur. Voilà, alors ça a été mes premiers contacts avec la justice. Et c'est là que je me suis dit, non, il n'y a aucune possibilité. Je dirais, allez, fin 95, j'étais persuadé que la justice ne servirait à rien. Rien du tout. Et c'est là que je me suis mis à la mépriser.
Je prenais pas l'avocat, ou des fois j'en prenais, s'il y avait peut-être un vice de forme, mais sinon, inutile, je payais un avocat, ça servait strictement à rien. Donc, inutile. Ça a été ma première expérience. Alors, ensuite, donc j'ai été condamné, mais encore une fois, à l'époque, c'était que de la prison avec sursis. Alors, il faut savoir qu'en délit de presse, c'est très spécial. Le délit de presse, pour que le sursis tombe, il faut que vous republiiez le même article. Par exemple, je publie un article révisionniste. Je suis condamné avec sursis. Si je publie le lendemain un autre article révisionniste, c'est pas le même délit. Donc, le sursis associé au premier article, il ne tombe pas. C'est pas pareil que si, par exemple, je vole. Je vole un scooter, je suis condamné à la prison avec sursis. Je revole un scooter ou je revole autre chose, une voiture, je suis à nouveau condamné pour vol. C'est le même délit. Et donc, le sursis de la première affaire tombe. Parce qu'on dit, ah oui, vous avez déjà volé une fois, on vous a condamné avec du sursis, vous avez volé une deuxième fois. Pas la même chose, pas le même scooter, mais vous avez revolé. Donc, le premier sursis va tomber. Alors qu'en matière de presse, non. Non. Vous pouvez être condamné 100 fois avec du sursis, tant que vous ne republiez pas la chose pour laquelle vous avez été condamné, le sursis ne tombe pas. Et voilà pourquoi, au début, c'était cool. On jouait, en fait. On jouait. Moi, j'avais des amendes. Je les payais pas. De toute façon, j'ai jamais payé d'amende, puisque j'avais jamais de sous. J'ai jamais eu de sous. Donc, c'était pas difficile. Donc, on jouait. On jouait. Mais, il y a un jour où on joue plus. Justement. Et on va y venir. Alors, ça a été donc mes premiers déboires avec la justice. Malgré tout, donc j'ai réussi à passer un concours de professeur. Et alors là, il y a eu, donc ça a été 97, ça a été la grande année pour moi. Alors ça n'a pas été l'apothéose, mais ça a commencé. Ça a été déjà l'année de ma révocation de poste de professeur. Et là, encore une fois, ces choses-là sont toujours révélatrices. Toujours révélatrices de ce qui se passe. Ça va? Je suis pas trop saoulant. Vous n'êtes que des fascistes! Oui, des fascistes! Fascistes! Ouais! C'est vous qui êtes les responsables, vous!